RFI, il est minuit et demi à Paris et Lusaka, il est 23h30 à Kinshasa et 22h30 en temps universel. Merci de votre fidélité. Tout de suite, Afrique Soir, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. À la une de cette dernière édition d'Afrique Soir, les observateurs internationaux saluent le bon déroulement des élections en Zambie, élections présidentielles notamment, dont la campagne a été marquée par de nombreuses violences. C'est en tout cas un duel très serré qui s'annonce entre le président sortant Edgar Lungu et son rival Hakainde Hichilema. L'expulsion d'Ida Sawyer de République démocratique du Congo fait toujours des vagues. L'ONU et les Nations Unies demandent à Kinshasa de faire marche arrière sur cette annulation du visa de la chercheuse de Human Rights Watch. Les autorités centrafricaines appellent à respecter les règles d'hygiène de base au lendemain de l'annonce d'une épidémie de choléra dans le pays. Au moins 10 personnes ont déjà perdu la vie. Au sommaire également en Côte d'Ivoire, les associations d'aide aux victimes des déchets toxiques ont manifesté ce jeudi. Ils dénoncent l'impunité qui règne pour ceux qui ont détourné ces aides. Et puis, on parlera de ce nageur éthiopien dont la piètre performance au Jeux de Rio a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, mais c'est la colère qui domine en Éthiopie. Le nageur n'est autre qu'un amateur, fils du président de la Fédération nationale de natation. Le climat politique était extrêmement tendu, mais les Zambiens ont voté dans le calme ce jeudi. Scrutins législatifs, municipaux et présidentiels. Une élection qui s'annonce très serrée entre Edgar Lungu, le président sortant, et Hakainde Hichilema, son rival. Un scrutin un peu spécial puisque c'est le deuxième en 18 mois dans le pays. En janvier 2015, Edgar Lungu avait été élu de justesse pour terminer le mandat de Michael Sata qui venait tout juste de décéder. Ce jeudi, au total, 60% de participation selon les médias zambiens. Une affluence que salue Cécile Kyenge. L'eurodéputé est à la tête de l'équipe d'observateurs internationaux chargés de superviser cette élection. Premièrement, je voudrais remercier la Zambie. Je voudrais aussi remercier le peuple zambien pour le fait qu'ils sont sortis en masse pour aller exercer leur droit de vote. Et on continue à le voir. Si vous regardez aussi dans tous les bureaux de vote, là où nous sommes passés, il y a des files, il y a des longues files, il y a des gens qui sont en train d'attendre. C'est la preuve qu'il y a une bonne participation et la bonne volonté de pouvoir voter. Et en ce qui concerne l'ouverture des bureaux de vote, nos observateurs sur le terrain, je dois le rappeler qu'on a plus ou moins 120 observateurs sur le terrain dans 10 provinces du pays. Et en ce moment-ci, presque la moitié des bureaux de vote ouvrent. Donc la moitié des bureaux de vote ont ouvert à temps, tandis que l'autre moitié, c'est dans les 30 minutes, 1 heure du temps. Sinon, je peux dire qu'en ce moment, on voit une grande participation, une bonne volonté des jeunes, mais aussi des personnes âgées, hommes et femmes. Ils sont tous en file. Et je crois que sur ça, il faut féliciter les Zambiens. Cécile Kyenge au micro de Laura Angela Bagneto. Et puis les premiers résultats de ces élections en Zambie sont attendus entre vendredi soir et la journée de samedi. En République démocratique du Congo, le président Kabila poursuit sa visite dans l'est du pays. Ce jeudi matin, il était à Butembo. Il s'est recueilli sur la tombe de l'ancien président de la commission électorale, l'abbé Malou Malou, décédé au mois de juin. Joseph Kabila s'est ensuite rendu à Miriki, localité où des tensions entre Hutus et Nandé ont récemment dégénéré en affrontements violents et meurtriers. Le chef de l'État qui n'a pas réagi officiellement après le non-renouvellement du visa d'Ida Sawyer, cette chercheuse de Human Rights Watch expulsée de République démocratique du Congo. Réaction, en revanche, outrée des États-Unis et des Nations Unies qui demandent à Kinshasa d'annuler cette décision. Florence Maurice. C'est la MONUSCO qui a réagi en premier. Lors de son point presse hebdomadaire, l'un des porte-paroles de la mission a salué le talent et le professionnalisme de Ida Sawyer et dit espérer que la décision de l'expulser serait révisée. Même tonalité pour l'ambassadrice américaine à l'ONU. Sur son compte Twitter, Samantha Power souligne l'importance du travail effectué en RDC par Ida Sawyer. Un travail qui, rappelle-t-elle, bénéficie à tous les Congolais, notamment les victimes de viols, les enfants soldats et les activistes. Un travail qu'à ses yeux la chercheuse
chercheuse devrait être autorisée à poursuivre. Le département d'État américain va plus loin. Il exhorte la RDC à revenir sur sa décision et rappelle que ce n'est pas un cas isolé. Plusieurs chercheurs ont été forcés au départ cette année et Washington estime que cette série d'expulsions est, je cite, incompatible avec les efforts visant à renforcer la transparence et la démocratie. Le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU rappelle, lui, les autorités congolaises à leurs engagements en matière d'ouverture de l'espace politique. Quant à Ban Ki-moon, par la voix d'un de ses porte-paroles, il rappelle que cette décision intervient au moment où plusieurs rapports font état d'une augmentation du nombre de violations des droits de l'homme dans le pays. Florence Maurice. Et puis, par ailleurs, en RDC, une journée marathon pour les évêques de la conférence épiscopale. Après le facilitateur du dialogue politique et le G7, hier, les évêques ont successivement rencontré la majorité, l'opposition républicaine, la dynamique de l'opposition et l'UDPS et ses alliés. Tous disent avoir réaffirmé leur position, des positions qui bloquent jusqu'ici la tenue d'un dialogue en RDC, avec au cœur des préoccupations la demande de libération des prisonniers politiques par le Rassemblement. Et puis Bruno Mavungu n'est plus le secrétaire général de l'UDPS. Il est officiellement démis de ses fonctions de numéro 2 du parti et remplacé à ce poste par Katumbi Wakatumbi, l'ancien président fédéral du parti à Kamina. Cette décision intervient 15 jours après le retour du leader du parti, Étienne Tshisekedi, à Kinshasa. Pendant l'exil médical de ce dernier en Belgique, Bruno Mavungu avait plusieurs fois pris des positions en contradiction avec celles de l'entourage proche d'Étienne Tshisekedi. Et puis de son côté, Bruno Mavungu dit ne pas avoir été officiellement notifié de cette décision et assure ne pas être en conflit avec le président Tshisekedi. Toutes les mesures sont prises pour endiguer l'épidémie de choléra en Centrafrique. Au moins 10 personnes ont déjà perdu la vie. Épidémie qui semble s'être déclenchée dans la région de Djoukou, à une centaine de kilomètres au nord de Bangui. Au total, 19 cas recensés depuis début août, dont un dans la capitale. Le recul de la maladie passe par des réflexes simples et des mesures de prévention. Écoutez les détails donnés par le docteur Osa Modeste, le directeur de la santé communautaire au ministère centrafricain de la Santé. Reconnaître le choléra, essentiellement manifesté par la diarrhée et accompagné parfois de vomissements. Deuxième élément, c'est se laver les mains correctement, c'est-à-dire avec de l'eau qui coule et avec du savon. À défaut du savon, il faut utiliser de la cendre. Il y a l'eau qu'il faut boire. Si vous avez une eau qui n'est pas potable, vous avez soit la possibilité de faire bouillir cette eau pendant 30 minutes, la refroidir et la remuer, ou encore, si vous avez de l'eau de Javel, vous diluez cette eau de Javel là dans 1 litre d'eau et puis ensuite vous utilisez une goutte d'eau de Javel diluée pour 1 litre d'eau. Les aliments doivent être bien cuits et mangés à chaud. Les habits des malades doivent être bouillis avec du savon. Évitez de manipuler les cadavres. Pour ce qui concerne les cadavres, il faut demander le service d'hygiène ou un technicien de santé pour une inhumation non seulement digne, mais une inhumation sécurisée. Des propos requis par notre correspondant en Centrafrique, Esteban Galliano. Le gouvernement ougandais a lancé sa chasse aux fonctionnaires fantômes. C'était l'une des promesses de Yoweri Museveni, réélu en février à la tête de l'Ouganda. Eh bien, le gouvernement ougandais a donc annoncé avoir privé de salaire plus de 5000 fonctionnaires fictifs, c'est-à-dire des personnes qui occupent des postes mais qui ne travaillent pas. Une nouvelle étape donc pour lutter contre la corruption et assainir la fonction publique. Laure Broulard. Les 5586 fonctionnaires soupçonnés d'être fantômes ont été retirés des listes de paix depuis le mois de juillet. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à la presse le ministre de la fonction publique, Mourouli Makassa, précisant que la liste de ces cas de fraude présumés allait être soumise à la police pour permettre des enquêtes et des poursuites. Une mesure, dit le gouvernement, qui fait suite à l'utilisation depuis le mois d'avril des données biométriques pour recenser les fonctionnaires. Aujourd'hui, il y aurait donc en Ouganda environ 308 000 employés de l'État. En 2015, l'Ouganda tenait la 139e place sur 168 dans le classement annuel de l'ONG Transparency International sur la perception de la corruption, un phénomène endémique dans le pays que le président Yoweri Museveni a promis de vaincre lors de sa prestation de serment il y a 3 mois. Pourtant, rétorque la société civile, depuis son accession au pouvoir en 1986,
Peu de progrès ont été enregistrés. 10 morts dans les rangs des forces de Tripoli à Sirte en Libye. Une voiture piégée a explosé à proximité d'un convoi des troupes pro-gouvernementales au lendemain de la prise du centre de commandement du groupe État islamique dans cette ville de Sirte. Une manifestation des victimes des déchets toxiques en Côte d'Ivoire a été dispersée ce jeudi matin à Abidjan. Plusieurs dizaines de personnes réunies devant l'ambassade américaine. La police les a sommées de quitter les lieux. Cette affaire des déchets du cargo Boko-Hala qui avait causé la mort de 17 personnes en Côte d'Ivoire. Charles Kofi, le président du réseau national pour la défense des victimes des déchets toxiques dans le pays, dénonce notamment l'impunité à l'égard de ceux qui ont détourné les aides aux victimes. On l'écoute. Les principaux auteurs du détournement de notre indemnisation qui sont en liberté alors qu'ils ont été condamnés à 20 ans de prison ferme. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont condamnés à la peine maximale prévue par notre code pénal, qui sont en liberté et qui font des déclarations par voie de presse, qui passent à la télévision, qui effectuent des voyages en passant par l'aéroport international de Côte d'Ivoire. Le sens même de la grève, l'objectif, c'est qu'il y ait des mandats d'arrêt pour arrêter ces personnes, parce que ces personnes n'étaient pas à l'audience. Donc il faut qu'on les arrête et on les mette en prison, parce que c'est là-bas leur place actuellement. Ce qu'on réclame, c'est notre argent que les gens ont détourné, les 4 658 milliards de francs CFA destinés à nos 6 624 victimes. On a décidé donc de venir devant l'ambassade des États-Unis qui représente ici la communauté internationale pour que cette ambassade puisse quand même interpeller nos autorités à l'effet de voir de plus près notre problème. Les victimes souffrent, beaucoup de victimes sont en train de décéder, d'autres sont handicapées à vie du fait, n'est-ce pas, donc des effets pervers de ces déchets-là. Et les gens banalisent, les autorités ici banalisent le problème. Charles Kofi au micro d'Isidore Kouadio. À Conakry, c'était aujourd'hui la deuxième journée du procès de l'opposant guinéen Ousmane Gawal Diallo, poursuivi pour offense au chef de l'État, Alpha Condé, menace de mort et diffamation contre 3 responsables du parti au pouvoir. Le procureur a requis 5 ans de prison ferme. La journée a été consacrée à l'audition des plaignants. Le procès se poursuivra demain dans la capitale de Guinée, Conakry. C'est une performance aux Jeux Olympiques de Rio qui fait polémique en Éthiopie. Vous l'avez peut-être vu, cette vidéo, la vidéo de cette course sur les réseaux sociaux. Le nageur éthiopien Robel Apté a terminé dernier de sa série du 100 mètres nage libre, loin derrière ses concurrents. Le public de Rio qui s'est gentiment moqué de son physique. Il est d'ailleurs surnommé Robel la baleine, mais en Éthiopie, la colère monte. Robel Apté est amateur et c'est surtout le fils du président de la Fédération nationale de natation, Karim Lebourg. Avec son ventre bien rebondi à côté de nageurs tout en muscles, Robel Apté est devenu le chouchou du public de Rio. Qu'importe d'avoir terminé un demi-bassin derrière les autres, l'important aux Jeux Olympiques, c'est de participer. Mais les Éthiopiens enragent, car Robel est le fils du président de la Fédération éthiopienne de natation. Comment a-t-il pu être sélectionné sans aucune expérience et faire honte à la nation, s'étrangle une internaute éthiopienne. Robel est le symbole du favoritisme et de l'incompétence dans ce pays, ajoute une autre. Les Éthiopiens voient en Robel un flagrant exemple de népotisme et de corruption, alors que l'Éthiopie est en proie à un violent mouvement de contestation antigouvernementale. Robel la baleine, un parfait inconnu, a eu aussi l'honneur d'être le porte-drapeau de la sélection éthiopienne pendant la cérémonie d'ouverture, une sélection qui compte pourtant de nombreux champions confirmés. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Addis Abeba où il est 1h43, minuit 43 ici à Paris. Afrique Soir sur RFI. Alexis Guilleux. Merci d'écouter RFI. C'est la dernière édition d'Afrique Soir avec à suivre dans le prochain quart d'heure les performances des sportifs africains au JO de Rio. Ce sera avec Antoine Grenier, mais avant cela, notre invité. Et avec l'invité d'Afrique Soir, on reparle de cette saisie de 11 tonnes de poulet congelés et impropres à la consommation retrouvés au Burkina Faso. Une affaire qui met à nouveau en lumière cette fragilité de la filière avicole en Afrique de l'Ouest. Les marchés de la région sont inondés de poulets européens et américains de mauvaise qualité, mais ils sont moins chers et forcément cela nuit à la production locale. Pour en parler, l'agronome camerounais Bernard Djonga répond aux questions ce soir de Loïc Glory. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à une époque, tous ces pays étaient autosuffisants en matière d'élevage avicole, de poules, et aujourd'hui, le marché ouest-africain est envahi par les produits venus d'Europe. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez, dans le temps, la production locale réussissait très bien à satisfaire la demande locale, mais la population augmentant, la production n'a pas suivi l'augmentation de la population. Face à cette situation, il y a eu un autre phénomène qui est l'ouverture des marchés par rapport à l'extérieur, qui facilitait l'importation des découpes de poulets congelés dans nos pays.
Et du coup, ces découpes de poulet congelés présentent beaucoup d'avantages aux yeux des consommateurs. Ils viennent de couper, ils sont vendus moins cher, ils sont vendus plumés, ce qui fait que sur nos marchés, du coup, on voit que les consommateurs sont plus attirés vers ces produits importés en la défaveur des productions locales. Et du coup, la production locale s'est écroulée ? Et du coup, bien évidemment, la production locale s'est complètement écroulée. Et c'est ça qui était à l'origine de la campagne l'Europe Plume l'Afrique que nous avons engagée en début des années 2000. Et exactement, vous avez participé à cette campagne qui s'appelle donc l'Europe Plume l'Afrique au début des années 2000. Est-ce que la situation a changé depuis ? Quand je prends le cas du Cameroun, par exemple, cette campagne a permis on a obtenu en 2006 l'arrêt complet des importations de découpes de poulet congelés. Et puis, du coup, la filière agricole locale a décollé. Et quand il parle de la filière agricole locale qui a décollé, il s'agit du poulet produit intensivement et puis le poulet traditionnel. Dans d'autres pays de la région Afrique de l'Ouest, quand je prends le cas du Burkina Faso ou bien du Niger, on a assisté aussi à un début de campagne, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout pour faire décoller la production locale de manière définitive. Et il y a des mesures de certains États, des interdictions, notamment, vous le disiez, des importations de viande, et pourtant il y a des importations illégales dans la plupart de ces pays ? Tout à fait. Pas seulement en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale. Disons que pour que les mesures d'interdiction soient valables, il faut que les pays avoisinants n'autorisent pas les importations. On a vu ça pour le Cameroun. Les produits étant interdits d'importation au Cameroun, il y a les importations frauduleuses qui entrent par le Gabon et la Guinée équatoriale. Et c'est un peu le même phénomène qu'on découvrait au Burkina Faso avec le poulet qui entrait par le Bénin ou bien le Togo. Et est-ce que cette situation a des conséquences sanitaires, des risques de maladie ? La filière du froid, la chaîne du froid, notamment, n'est peut-être pas respectée ? Oui, disons que les conséquences sanitaires sont énormes. Parce que lorsqu'on voit les conditions dans lesquelles ces poulets sont traités pour être servis aux consommateurs sur les marchés, il y a de forts risques que ce poulet soit contaminé. Déjà, la chaîne de froid est rompue plusieurs fois, les poulets est décongelé, qui a passé plusieurs tours de congélation aux consommateurs. Autre chose aussi, on voit que sur les étalages dans nos marchés, ce qui tient de congélateurs ne sont pas des congélateurs en tant que tels, c'est à la limite des caisses qui sont ouvertes dans lesquelles se trouve le poulet toute la journée. Alors pour un produit qui doit être tenu au froid, je pense que ça présente de sérieux risques. Il y a aussi cela on avait aussi à démontrer que la plupart de ces poulets dans les conditions d'élevage, quand on utilise des fortes doses d'antibiotiques, ces poulets aussi tiennent les résidus d'antibiotiques. Ça, c'est un peu les risques qu'on encourt avec les risques sanitaires qu'occasionnent les poulets congelés. Alors, on l'a compris, la situation de cette filière avicole en Afrique de l'Ouest, et pas seulement, vous le disiez, est assez dramatique, on peut le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la situation ? Il faut s'appuyer sur des initiatives locales ? Tout à fait. Écoutez, déjà, l'idée de pouvoir contrôler les importations, ce n'est pas une mauvaise chose en tant que telle. Parce que, pour le cas du Cameroun, quand on a interdit les importations, avec un petit coup à la filière avicole locale, on a vu des emplois qui étaient perdus être recréés. On a vu des gens qui avaient abandonné leur poulailler, reprendre leur poulailler. On a aussi vu les consommateurs revenir à la consommation du poulet local. Je pense qu'à ce niveau-là, au niveau de l'interdiction, c'est-à-dire de la protection du marché local et de la promotion du poulet local, je pense que c'est quelque chose par rapport auquel on peut obtenir des résultats très intéressants. C'est donc l'État qui a un rôle à jouer là-dedans ? Tout à fait. Non seulement l'État, ne disons pas simplement l'État. Il y a l'État qui a un rôle à jouer, certes, mais il y a aussi les consommateurs qui ont un rôle à jouer par rapport à leurs préférences alimentaires. Il y a aussi les producteurs qui ont aussi un rôle à jouer par rapport à la qualité du produit à la qualité et à la quantité du produit qu'ils doivent servir sur le marché. Moi, je pense que pour pouvoir tirer le maximum de profit de la filière avicole locale, il faut que les différents opérateurs, que les différents dépositaires d'enjeux que sont les consommateurs, les producteurs, les pouvoirs publics et même les commerçants, il faudrait qu'ils mettent leur main à la pâte. Eh bien, merci Bernard Djonga, agronome, président du CRAC, également un jeune parti camerounais, d'avoir été avec nous. Merci. Bernard Djonga, interrogé par Loïc Loury. Les grands titres de l'actualité internationale. Un homme de 24 ans abattu par la police mercredi au Canada alors qu'il s'apprêtait à commettre un attentat. Il avait prêté allégeance au groupe État islamique. Cet homme avait été arrêté l'an dernier puis remis en liberté au mois de février.
Il était depuis sous contrôle judiciaire. Touché à plusieurs reprises par le terrorisme islamiste le mois dernier, l'Allemagne ouvre le débat sur la déchéance de nationalité. C'est le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui pose le sujet sur la table. La lutte contre le terrorisme qui sera vraisemblablement un des grands thèmes de l'élection présidentielle en France en 2017. Et à ce propos, Nicolas Sarkozy relance le débat sur la question du droit du sol. L'ancien chef de l'État se dit favorable à une présomption de nationalité. Et puis l'actualité, c'est aussi les Jeux Olympiques de Rio avec une petite moisson de médailles pour les Français. L'argent pour Audrey Tcheméo en judo chez les moins de 78 kilos et chez les hommes, Cyril Marais remporte lui le bronze dans la catégorie des moins de 100 kilos. Le bronze également en aviron, en canoë biplace et également dans l'épreuve de vitesse par équipe en cyclisme sur piste pour les athlètes français. Déception en revanche pour le tennis français qui n'a plus que Gaël Monfils pour briller à Rio après l'élimination des deux doubles mixtes tricolores. Et on reste tout de suite à Rio pour le journal des Jeux. Le journal des Jeux. Bonsoir Antoine Grenier. Bonsoir Alexis. On va commencer avec les 2 médailles africaines du jour et elles sont sud-africaines. Il y a une petite heure à peine, les Sud-Africains ont décroché le bronze en rugby à 7. La 4e médaille sud-africaine dans ces Jeux. Les Blitzboks, large vainqueurs du Japon, 54-14 dans le match pour la 3e place. Rencontre à sens unique puisque les Sud-Africains menaient déjà 21-7 à la pause. Le titre olympique est revenu aux Fidji qui ont dominé la Grande-Bretagne, 43-7. L'autre médaille sud-africaine, c'était un peu plus tôt dans la journée. Elle est en argent en aviron. Les Sud-Africains Lawrence Brittain et Sean Killing ont décroché cette médaille d'argent dans le 200 barreur avec un temps de 7 minutes 2 secondes 51. Les deux hommes terminent à 3 secondes des Néo-Zélandais Eric Murray et Hamish Bond. Les sports de combat, d'abord la boxe. La journée est finie pour les engagés africains et elle a été plutôt compliquée. Oui, 4 qualifiés, 6 éliminés. La soirée s'est achevée sur la défaite du Namibien Jonas Junias face au Français Hassan Hamzil. Une élimination qui a suivi celle du Ghanéen Abdul Omar par l'Argentin Alberto Melian et du Lessotien Inkoulou Leko Suntele, battu par le Tunisien Bilal Mamdi. Chez les coqs, le Marocain Mohamed Hamout a dominé l'Ukrainien Mikola Boutsenko. Chez les welters, un autre Marocain, Mohamed Rabi, a battu le Kenyan Rayton Dunku Okwiri par décision unanime des juges. Enfin, dans la catégorie des mi-lourds, l'Algérien Abdelhafid Benchabla a remporté son combat face au Vénézuélien Albert Ramon Ramirez. Et puis en judo, encore des déceptions dans le camp africain. Et d'abord celle de la Gabonaise Sarah Mazouz chez les moins de 78 kilos, battue par la Britannique Nathalie Powell sur un hippon en début de combat. Elle s'en voulait. Sarah Mazouz en pleurs au micro d'Olivier Pron. Très dur. Il va falloir que je digère un petit peu. J'ai fait une connerie et je suis tombée, c'est tout. C'est difficile, on se prépare tellement pour ça. Et une moindre faute d'inattention, mais c'est fini. Pourtant, je sais exactement ce qu'elle fait, je sais exactement comment elle fait tomber, et je suis quand même tombée. Là, j'en m'en veux beaucoup, parce que c'est ma faute si je suis tombée. On va juste voir l'échec, et pas pourquoi tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Donc, c'est difficile, mais ça va aller. C'est comme ça. C'est probablement mes derniers jeux, donc c'est mes premiers et mes derniers. Donc voilà. La Gabonaise Sarah Mazouz, pas plus de réussite pour la Camerounaise Hortense Vanessa Mbala Atangana, éliminée par la Polonaise Daria Pogorzelek. Petite consolation quand même pour le judo africain, c'est la médaille dont vous parliez Alexis. L'argent d'Audrey Tcheméo, la Française en moins de 78 kilos. On le rappelle, son père est un ancien footballeur international camerounais, Christian Eboa Bilé, et sa mère est une ancienne handballeuse internationale camerounaise. Chez les garçons en moins de 100 kilos, encore une chance de médaille, elle est égyptienne. Ramadan Darwish battu en quart de finale par l'Azerbaïdjanais Elmar Gassimov, vice-champion d'Europe en titre. Il a malheureusement échoué d'entrée dans le tableau de repêchage, battu en fin de combat sur Ippon par l'Allemand Karl Richard Frey. Un tableau de repêchage que n'a même pas atteint Lies Bouyakoub. Il a eu beau passer un tour, l'Algérien est tombé comme Ramadan face à Gassimov. À noter que le Malien Ayouba Traoré s'est lui incliné d'entrée face au Français Cyril Marais, futur médaillé
de bronze. Sport collectif à présent en handball, déception pour la Tunisie face au Qatar. Et oui, alors qu'ils menaient 25-21 à 3 minutes de la fin de leur match du groupe A, les Tunisiens se sont fait reprendre par les Qatariens. Score final 25 partout. Et quand on est dans une situation délicate au classement comme les Tunisiens, 5e avec un seul point, ce type de résultat, c'est tout sauf satisfaisant. Du coup, Hafez Zouabi, le sélectionneur de la Tunisie, ne cachait pas sa colère. Il a manqué un peu plus de lucidité. Il a manqué un peu plus que quelqu'un prenne les choses en main pour faire des fautes, pour gagner du temps. Donc voilà, on s'est précipité, on a donné des balles à tort et à travers, on a donné des cadeaux. Et puis on n'a pas pu faire nos changements en défense. Donc chose dont les Qataris ont profité. Très très déçus. On ne méritait pas de perdre. Peut-être que personne ne nous croyait capable de sortir ce grand match contre une grande équipe du Qatar. Il va falloir se remobiliser, il va falloir remonter le moral, gars. Rien n'est perdu. Il reste encore 2 rencontres. On va se battre. Hafez Zouabi, le sélectionneur tunisien, au micro de Christophe Tiremsian. La Tunisie qui affrontera l'Argentine, dernière du groupe A pour son prochain match. Dans le B, l'Égypte s'incline pour la 2e fois en 3 rencontres. Défaite 33-25 contre la Pologne, ce qui relègue les Égyptiens au 5e rang en attendant le match de la Suède contre la Slovénie qui vient de débuter. En natation à présent, les Sud-Africains peuvent peut-être espérer un autre métal que le bronze et l'argent. Chad Leclos, qui a déjà remporté l'argent sur le 200 nage libre, espérera l'or sur le 100 mètres papillon. Champion du monde de la distance l'an passé à Kazan, médaillé d'argent à Londres, le Sud-Africain figurera en tout cas parmi les favoris. Il s'est qualifié sans forcer avec le 7e temps des séries. Aujourd'hui, il aura fort à faire en demi demain. À noter également que le seul représentant africain à se hisser en demi-finale du 50 mètres nage libre, c'est un autre Sud-Africain, Bradley Edward Tandy, auteur du 12e temps des séries sur le 800 mètres nage libre féminin. Cathy Ledecky a dominé, c'était prévu. La seule africaine en lice, l'Ivoirienne Talita Marie-Teflan, a bouclé son 800 en 9 minutes, 7 secondes 21. Et puis sur le 200 mètres d'eau, la Zimbabwéenne Christy Coventry a montré qu'il fallait encore compter sur elle. À 32 ans, elle prendra part aux demi-finales vers 1h, temps universel. Merci beaucoup Antoine Grenier pour ce journal des Jeux Olympiques. L'actualité des JO à suivre bien entendu sur notre site internet le www.rfi.fr. Ça va, 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 le monde. Nous sommes désormais dans un monde où plus personne n'a de maison. Nous sommes tous réfugiés. Pascal Paradou. Un businessman aux allures de mafieux crée sa start-up pour gérer tous les migrants du monde. Avec ePasseur.com, l'auteur turc Sedef Eser fait preuve d'anticipation ou pas. Ça va le monde. Dimanche, à partir de 10h10 TU. RFI. Suivez le zapping d'appels sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. L'ONU organise demain, comme chaque année, la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, nous voulions savoir comment vous percevez la situation des jeunes en Afrique. C'était ce matin. La situation au niveau du Sénégal est relativement positive, parce que les politiques publiques pour essayer d'aider la jeunesse, accompagner la jeunesse, sont un peu plus visibles. Vous savez, le Sénégal est un pays qui n'a pas beaucoup de potentiel économique, mais pourtant qui a une vision assez grande pour la postérité. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, parce que aujourd'hui, le plus important, c'est d'essayer d'avoir une vision à long terme, ne pas avoir une vision assez restrictive. Au Tchad, depuis les indépendances jusqu'en l'année 2008, les jeunes ont fait le lit de toutes les rébellions, de tous les conflits qui ont, n'est-ce pas, perlé notre pays. Mais depuis 2008, grâce à la manne pétrolière, effectivement, le gouvernement, il faut le reconnaître, et là, il faut être honnête, a investi dans les infrastructures socio-éducatives. Mais cependant, le problème, c'est que le gouvernement a mis souvent la charrue avant les bœufs. C'est dire qu'au lieu de construire les infrastructures concomitamment avec la formation des formateurs, on construit les infrastructures sans les formateurs, ce qui laisse les enfants du côté de la rue. Nos dirigeants aujourd'hui, la démocratique du Congo, ont un problème avec la jeunesse. On ne comprend pas ce qui se passe entre le gouvernement et la jeunesse de la République démocratique du Congo. Donc la jeunesse est abandonnée à son triste sort. Il n'y a aucun programme de gouvernement qui est là pour aider la jeunesse. Ceux qui finissent leurs études sont là en train de traîner, en train de créer des petites cabines au coin, en train de se contacter avec des petites boutiques qui n'ont même pas de capital de $100. Donc, et ceux qui n'ont pas étudié, ils sont là exposés, les jeunes garçons exposés
Ils attendent la nuit dans l'obscurité pour opérer avec une machette. Ici, ça contre un homme ou une femme. On vous intimide avec la machette. Si vous résistez, on peut vous blesser. Vous ravez le téléphone, vous ravez l'épée d'argent que vous avez. Voilà la jeunesse, c'est la situation que la jeunesse traverse à République démocratique du Congo. Demain c'est vendredi, ce sera donc la libre antenne. Vous êtes les rédacteurs en chef. Appelez-nous 33 9 693 693 70. Et si le temps d'un été, 20 jeunes prenaient le contrôle des ondes pour raconter le monde avec Pauline Mocor et Alice Milo? Allô Kaina? Allô? Ouais, c'est Oumar, t'es où là? Je suis à la supérette. Qu'est-ce que tu fais à la supérette? Bah, tu sais bien, c'est mon job. Ah oui, t'es caissière. Arrête avec ça. Hein. D'ailleurs, je serai sur RFI ce dimanche à 16h10 TU pour parler petit boulot. Dans le monde est à nous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, mais oublie pas les macroutes et les tartelettes à la framboise. Promis, j'oublierai pas. Le monde est à nous ce dimanche à 16h10 TU sur RFI.